On se retrouve pour un nouveau podcast qui consacre cette fois-ci le chapitre 2 de Azzu bin al-Alam, à savoir le chapitre intitulé Les pirates de Salé. Ce chapitre est avec le chapitre 3 probablement les chapitres qui intègrent au mieux les prémices de notre vision fantastique, car il y a effectivement une ouverture sur d'autres livres que l'on compte rédiger à l'avenir, Inch'Allah. Dans ce chapitre, j'ai décidé de redonner vie aux grandes familles pirates à travers des petits-enfants fictifs. Encore une fois, ce chapitre prépare et donne un léger clin d'œil à une autre saga qui sera le prochain projet de nos plumes consacré essentiellement aux pirates marocains. Que serait la navigation et le commerce maritime sans la piraterie? Il est naturel de distinguer le pirate du corsaire. Ainsi, notre lecteur est plongé dans la distinction entre les deux. Celui qui agit par ambition personnelle et celui qui agit car il a des prérogatives de l'administration. On disait d'un corsaire celui qui recevait une lettre dite de marque, c'est-à-dire qu'une personne et son équipage recevaient l'autorisation de courir sus aux ennemis de l'État, ce que certains de nos amis les chroniqueurs qualifieront de djihad maritime du côté marocain. Cette patente ne pouvait provenir que du sultan ou revêtir le sceau de sa majesté. Parfois, il était difficile de situer ou d'encadrer les deux. Il n'en demeure pas moins qu'un raïs pouvait revêtir le costume du pirate comme celui de corsaire. Dans le chapitre 2, le choix est porté sur l'une des cités maritimes du Maroc, savoir la ville d'Essaouira, ou Mogador, ou Mogdoura. Le choix n'est pas anodin. D'ailleurs, rien n'est anodin dans ce livre. Le fait d'avoir choisi cette ville est précieux. Essaouira a eu un rôle important durant le règne du sultan Mohammed III. Elle fut un port commercial hautement important et stratégique pour le Maroc. Pour rappel, l'on doit l'architecture de cette cité moderne à l'architecte français Théodore Cornu, qui s'inspira de Saint-Malo afin d'établir les plans d'Essaouira. Dans ce chapitre, nous avons intégré une importante partie contenant fantastique et fiction historique. Outre le fait d'avoir redonné naissance aux grandes familles de la course maritime, un univers quasi fictif a été créé et qui se caractérise par l'oxymore entre Port-Royal et l'île de la Ceiba. Port-Royal est un quartier fictif, devenant littéralement le témoin de ce retour spatio-temporel. Port-Royal trouve son nom du fait qu'il est sous contrôle marzen. Contrairement à l'île de la Ceiba, endroit aussi fictif, que vous allez en principe découvrir prochainement dans la saga dédiée, l'île de la Ceiba est donc à contrario une île autonome, sous contrôle d'anciens corsaires et de pirates. Ainsi, dans ce chapitre, l'on constatera ce contraste entre ces deux mondes, entre guillemets. Dans ce chapitre, on s'intéresse également à l'appel du sultan Moulay Abdelrahman afin de réunifier la marine et ainsi de faire face au harcèlement européen sur les côtes marocaines. On reconnaît notamment le bombardement de Tanger, mais également celui d'Essaouira que vous verrez au chapitre 3. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que l'âge d'or de la piraterie marocaine ou de la course maritime impliquant le Maroc est en déclin. On constate également dans ce chapitre une ou plusieurs tactiques de combat, à savoir par exemple l'usage de faux pavillons ou encore d'envisager des attaques surprises. Un exemple concret, dans ce chapitre, le navire du jeune capitaine Vargas ou Bargash, le Sally Rovers, est retrouvé stationné au large des côtes d'Essaouira avec un faux pavillon. Cette ruse a permis aux pirates en quelque sorte, de détourner l'attention des gardes de la cité d'Essaouira. Autre passage intéressant, c'est lorsque le capitaine Vargas est amené à quitter son navire afin de se rendre à Meknès à cheval.
le sultan Moulay Ismail disait que Dieu a donné aux musulmans l'empire des terres, laissant aux païens celui de la mer. En effet, il a fallu au Maroc compter sur des renégats ou sur les hornachos afin de développer sa marine. Dans ce passage, on constate dans cette nuance la mer et la terre, ces liens différents vis-à-vis de la mer et vis-à-vis de la terre. On découvre également une nouvelle boisson. Enfin, vous comprendrez après. À savoir le thé, qui deviendra par la suite la boisson nationale marocaine. Mais le thé marocain, sous sa version actuelle, trouve justement son origine à Essaouira. Alors naturellement, lorsque Vargas déguste avec Sabrina Féniche l'ancienne saveur de ce thé, il est totalement différent. Mais ce clin d'œil est nécessaire, car c'est à Essaouira que les Anglais ont écoulé en 1854 le stock de thé vert. Et c'est de là qu'est née la version actuelle du thé marocain, hein, enfin, la version moderne on va dire, qui porte en réalité le nom de thé sueri. Notre lecteur averti s'intéressera alors à Sabrina Féniche, qui de ce fait est une femme. Le choix porté à ce personnage fictif, issu d'une grande famille pirate, qui a réellement existé, est voulu comme étant le reflet de Saïd el-Hurra. Ainsi, ce chapitre est intéressant, car il mélange différents paramètres, et notamment des légendes populaires, avec notamment celle de l'Hijo de la Luna, considérant Vargas comme étant un rescapé du massacre des pirates. Alors, ici, l'Hijo de la Luna n'a rien à voir avec le tube musical de Mecano, du groupe pop Mecano, groupe espagnol, qui s'inspire lui-même d'une légende gitane. Mais ici, il s'agit d'une autre légende, qu'un enfant pirate fut sauvé par la Lune et lui fit construire un bateau, le fameux Sally Rovers. Mais il s'agit d'une légende fictive que l'on retrouvera dans la saga dédiée aux pirates, naturellement. On retrouve également la légende d'Al-Kara à Meknès, prison dans laquelle des personnages vont s'y retrouver enfermés, avant qu'un autre personnage, mystérieux d'ailleurs au passage, va les aider à trouver la sortie. L'aventure de nos pirates et corsaires ne s'arrête pas dans ce chapitre, puisqu'ils vont poursuivre les aventures dans un autre chapitre, le chapitre 3, qui s'intitule donc La bataille navale. Les pirates et les corsaires vont alors livrer l'ultime bataille face au prince de Joinville. On se retrouve prochainement pour un nouveau podcast Plus Univers saison 1, consacré au roman Azzo bin al-Alam. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de précommander votre livre directement sur le site internet www.armandosmith.com.